Azoul, bonsoir et bienvenue sur Actuel. Ce soir, on va faire soirée ou émission spéciale Coupe du Monde. Mais du point de vue, j'allais dire, de Rizlan, c'est vendredi c'est Rizlan. Bonsoir Rizlan. Bonsoir Azoul tout le monde. Alors, Rizlan, elle a voulu qu'on parle un peu de Coupe du Monde, mais à sa manière. Et elle a invité, c'était un plaisir de le recevoir une deuxième fois, notre ami Olivier Madelerio. Bonsoir. Azoul, Rizlan. Azoul. Alors, Rizlan, le début de la Coupe du Monde, je sais qu'elle regarde, elle suit un peu, surtout le Maroc, la France. Oui. Quelques impressions sur cette Comme cette je première suis journée. d'origine marocaine, je suis triste en fait pour l'équipe marocaine parce qu'ils ont vraiment une énergie et une envie de vouloir, être sur le terrain. Et je suis vraiment triste pour l'équipe marocaine parce que c'est la deuxième fois, comme le docteur Olivier Madelerio le citait, qu'il participe en fait à la Coupe du Monde. Je voulais voir avec le docteur Olivier Madelerio, qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi l'équipe marocaine a perdu malgré une énergie, une envie, une volonté. Il faut la consoler. Il faut la consoler, tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, on n'est pas dans un sport individuel, on est dans un sport collectif, et il faut qu'une équipe fasse un. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je l'explique toujours, donc dans mes formations de préparateur mental, le potentiel, voilà, moins les interférences multipliées par la motivation donnent les résultats. Donc si je le reprends autrement, les résultats que nous avons dans le sport, c'est notre potentiel physique, athlétique, émotionnel, donc et mental, moins les interférences. Alors c'est quoi les interférences? C'est les peurs, c'est la pression, c'est les blocages, c'est la pression du résultat. Or on sait que les Marocains, par exemple, n'étaient plus en Coupe du Monde depuis 1998. C'était leur première Coupe du Monde depuis 20 ans. Oui. Grosse attente, parce que sur le continent africain, à chaque Coupe d'Afrique, il y a la rivalité un petit peu entre les pays d'Afrique de l'Ouest et puis le haut Maghreb, où on se partage entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et les pays Nigeria, Sénégal, etc. Il y a toujours cette pression, mais après la Coupe du Monde, c'est autre chose. C'est autre chose parce qu'il y a une telle attente, une telle pression. Donc ça fait partie des interférences. Et après, il y a multiplié par M la motivation. Mais en même temps, quand on voit effectivement que ce soit contre l'Iran, mais surtout contre le Portugal, les Marocains sont vraiment donnés à fond, mais au final, il manque d'efficacité. Qu'est-ce qui fait justement dire que c'est tout un peuple qui les attend, ces joueurs notamment qui sont nés à l'étranger, dans la majorité des joueurs marocains, comme l'Algérie d'ailleurs et un peu moins peut-être la Tunisie, c'est des doubles nationaux en fait. Il y a presque plus de football là-bas, des binationaux, ils viennent prendre leurs joueurs ici. C'est ça, ils veulent démontrer justement qu'ils aiment le maillot, qu'ils jouent pour leur pays. C'est ça que le résultat, c'est le potentiel, moins les interférences, comme je disais, multiplié par la motivation. Et aujourd'hui, quelle est la motivation des binationaux? C'est ça, c'est le fait de porter le drapeau sur soi est-il suffisant? Ça, c'est la première chose. Et puis, sur un plan tactique, comme je l'explique dans mes formations de préparation mentale, le foot, on passe par 4 joueurs fondamentaux qui sont le gardien, qui sont le numéro 5, qui sont le numéro 10, où maintenant on n'est plus dans le football moderne sur des 10, on est plutôt sur le 8 axial ou décentré qui oriente le jeu, un peu comme Griezmann en France, puisqu'on n'a plus de 10, et l'avant-centre. Voilà. Et sur 4 joueurs, vous pouvez faire une équipe avec juste ce qu'il faut pour jouer, pour alimenter au moins les 3 premiers joueurs. Qu'est-ce qui fait la différence selon moi hier dans le match Maroc-Portugal? C'est Rui Patricio. Le gardien portugais a été exceptionnel. Il a fait 4 arrêts. Oui. C'est lui qui sauve le Portugal. Sans Rui Patricio, je pense que même si, et puis je reviens vers Rizlan, même si aujourd'hui il y a une polémique quand même, parce qu'il y a de la vidéo, et l'arbitre à aucun moment n'a eu recours à la vidéo, puisqu'il y a eu 2 pénaltys. Exactement. Il a privé le Maroc absolument. de pénaltys. Mais c'est frustrant, c'est frustrant pour l'équipe marocaine. Mais si on revient un peu à la Coupe du Monde, avant de revenir sur le Maroc, et notamment sur un joueur qui a marqué contre son camp à la dernière seconde, je voulais savoir d'abord, pour eux, pour les joueurs, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, que ce soit les moins connus, aller à cette Coupe du Monde,
comment ils se préparent mentalement? C'est représenter un pays, ils ont bien réussi dans leurs équipes, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais on les voit là, ils ont envie de gagner, ils ont envie de dire, de montrer que voilà, ils aiment le pays. Tout à fait. Alors c'est pour ça que moi je mets vraiment, on en avait parlé la dernière fois, donc Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pour moi c'est le summum de l'excellence. Aujourd'hui dans le football, on peut parler de Neymar, on peut parler donc effectivement de Messi. Ronaldo, c'est les 3 meilleurs du monde, ça, tout le monde est d'accord. Mais Ronaldo, il est vraiment au-dessus. Préparation mentale exceptionnelle, préparation physique, c'est un athlète de haut niveau. Un petit peu comme l'était Djokovic dans le tennis, il fait le grand écart, il travaille la souplesse, mais surtout, il a une hygiène de vie. Une hygiène de vie sensationnelle. Il a changé de performance le jour où il a changé son alimentation. C'est-à-dire ? Ça fait 4 ans. Mais je ne suis pas son diététicien, mais il a changé. Il a dit, il a un nutritionniste spécifique. Et aujourd'hui, on sait que la nutrition, c'est le numéro 1 pour les neurotransmetteurs qui agissent sur le cerveau. On a plusieurs neurotransmetteurs, on en a 52 en fait. Donc 14 sont essentiels. On a la dopamine, on a la noradrénaline, on a l'acétylcholine, on a la mélatonine, on a l'histidine, on a l'aspartate, on a le glutamate, on a le GABA. Tout ça, c'est un équilibre. Et ce qui fait que lorsqu'on se retrouve, comme on dit, à la 89e minute d'un match où il faut effectivement garder sa concentration, ben, c'est pas comme à la première ou à la deuxième minute. Il y a eu beaucoup de fatigue avec les championnats, il y a beaucoup de pression, et moi ce qui m'impressionne toujours, c'est que en fait, les matchs se jouent dans les temps faibles. Ouais. C'est-à-dire c'est là qu'on voit l'athlète de très haut niveau. C'est celui qui est capable de faire le bon geste. Qu'est-ce que leur disent leurs coachs ou bien les préparateurs, c'est notamment préparateurs mentaux, qu'est-ce qu'ils disent à ces joueurs pour les motiver quand ils arrivent en Coupe du Monde? On ne va pas leur tenir le même discours qu'en équipe, il y a peut-être effectivement des primes, mais qu'est-ce qu'on leur dit pour les motiver? Pour connaître le milieu, il y a plusieurs types de management, il y a plusieurs types d'entraîneurs, il y a les entraîneurs à l'ancienne, on va dire type 20e siècle, où on va mettre un petit peu en exergue la rivalité. Il suffit de se rappeler de la France contre l'Allemagne en Séville en 1982, et si la France croise l'Allemagne, encore c'est pas gagné, parce que je pense que la Suède risque de faire quelque chose ce soir. Il est pour la Suède, hein. C'est sortir de la Suède. Mais je trouve que l'Allemagne, malgré l'entraîneur de haut niveau, c'est la rivalité, on la retrouve même chez vous. On la retrouve chez nous, oui, tout à fait. Je pense que l'Allemagne, c'est une équipe qui est motivée, on l'a toujours vu dans les Coupes du Monde à partir des quarts de finale. Voilà. Il y a des grosses équipes qui en fait, d'abord parce qu'elles ont des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui sont épuisés physiquement par la saison, et la préparation, on le sait aujourd'hui, on peut être en forme 20 jours. La Coupe du Monde, c'est 42 jours. Donc on ne peut pas être en forme pendant 42 jours, 6 semaines, c'est impossible. On est, pour ces équipes-là, dans une montée en puissance. Mais la montée en puissance, le problème qu'il y a, c'est que si vous tombez dans un groupe où il y a des équipes un peu difficiles, vous ne pouvez pas jouer avec votre physique, il faut jouer avec la technique. Or, en Russie, je ne sais pas si vous avez vu la pelouse, elle n'est pas de très haut niveau. Ouais. Donc c'est très important, ça c'est ce que je voulais dire. Il y a la technique, il y a le physique, il y a la technique, il y a le mental. Quand on est dans des pelouses, comme on voit actuellement dans les stades russes, eh bien, on nivelle la technique. Oui, et en fait, je trouve intéressant que vous rebondissez sur la Russie. En fait, moi, j'avais une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact lorsqu'on joue dans son pays d'origine ? Alors, oui, les Russes, on voit qu'ils ont gagné quand même 2 fois avec des bons scores. Hein. Tout à fait. Alors, effectivement, ils sont dans une poule quand même qui est relativement avec l'Arabie Saoudite, voilà, mais je me rappelle de la Coupe du Monde de 2002, où effectivement, on avait le Japon et puis la Corée du Sud, parce que ça se jouait en Corée, qui avait fait de très bons parcours. Voilà, c'est sûr qu'il y a une motivation. Mais ce n'est pas le 12e homme qui va combler, on va dire, les défenses, même s'il y a une exaltation. Je pense que la Russie arrivera en 8e de finale. Après, passer le cap des 8e, ce sera autre chose. Voilà, personnellement, je pense que la prime, on l'a vu quand il y a eu la Coupe du Monde en Argentine, ça n'a pas donné, même quand l'Italie, c'est pas pour autant que les gens vont gagner. Je me rappelle de cette fameuse Coupe d'Europe en 2004, où à la grande surprise, c'est la Grèce qui a gagné, et c'était au Portugal. Et en même temps, on voit quand même quelques images, on voit que les stades sont pleins, la fête est là, les joueurs aussi ont besoin de ça, que ce soit Messi, Ronaldo, les petits ont besoin, parce que finalement, on peut dire que cette Coupe du Monde, jusque-là, elle est réussie. On avait peur des hooligans, on avait peur du terrorisme. Les stades sont pleins. C'est le début, voilà. Mais que le début. Là, Ronaldo est là. On a des buts, on a des stades pleins, on a la fête. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On a eu de très ça démarre bien. Pour les joueurs, voilà.
On a eu de très très beaux matchs. Espagne-Portugal est un match remarquable, exceptionnel, on va dire, pour un match de poule. Bon, on va dire qu'on a 2 grands clubs et ils jouaient leur qualification. Simplement, moi je me pose une question, et le Qatar en 2022 va nous apporter une réponse, puisque il est question d'organiser la Coupe du Monde durant l'hiver, au mois de janvier, à cause de la chaleur qui se fait. Et moi je me demande personnellement, mais ça c'est personnel, si le fait de faire la Coupe du Monde en juin, juillet, c'est la meilleure période. Compte tenu qu'on a des saisons interminables, que Messi, par exemple, arrive à la Coupe du Monde avec 58 ou 60 matchs, et encore, Barcelone n'était pas en demi ni en finale, sinon ce serait... Mais est-ce que c'est pas ça le challenge? Non, mais à un moment donné, est-ce qu'on veut du pain et des jeux et l'argent du beurre? C'est-à-dire que si on veut du challenge, c'est quoi? C'est d'arriver en fin de saison, alors que les gens sont en train de penser à leur transfert. Ils ne savent même pas dans quel club ils vont jouer. Ils sont en train de préparer. Mais c'est énorme, ça parce qu'on le voit en équipe de France, on le voit sur d'autres équipes. Il suffit de voir Griezmann, qui était contacté par Barcelone, qui a été tout content après le premier match d'annoncer qu'il restait à Atlético de Madrid. Il y a eu d'ailleurs des journalistes comme Pierre Ménès, que j'aime beaucoup, qui ont dit « mais on ne fait jamais ça en Coupe du Monde, parler de son truc individuel ». La preuve, il a raté son match contre le Pérou. Et c'est pareil pour le sélectionneur de l'Espagne qui a été limogé la veille du début de la Coupe du Monde, qui annonce qu'il va aller au Real Madrid. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans le business et que malheureusement, alors que ça doit être la fête du foot, on doit trouver une bonne période où les gens sont... Et le fait de faire dans des pays, c'est dommage, le Maroc n'a pas pu avoir la Coupe du Monde 2026, puisque c'est le Canada, Mexique, États-Unis qui l'ont eu. Alors donc, je disais, ils n'ont pas eu de chance. C'est dommage, c'est dommage parce que là, ça aurait donné une nouvelle énergie aussi. Mais effectivement, l'intérêt pour moi, c'est que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique qui se passe en janvier-février, c'est une superbe période. Alors peut-être pas pour les clubs, mais il faut peut-être revoir la trêve internationale. Mais en même temps, vous avez parlé d'un point justement, et je voulais rebondir sur ça, le fait qu'il y ait trop d'argent aujourd'hui, qu'il y ait trop de primes, que si on gagne, si on passe en demi-finale, en finale, on ramasse beaucoup d'argent. Est-ce que on tue pas un peu le sport aussi? Est-ce que ça dénature pas en fait? Personnellement, il suffit de voir l'attitude de Messi depuis maintenant 2 ans, enfin on va dire 4 ans, qui s'en fout de l'Argentine. Il a tout gagné. Alors c'est vrai que s'il avait la victoire avec l'Argentine, ça leur ferait passer à notre niveau, mais quand ils ont perdu, donc il y a 4 ans, en 2014, avec Di Maria, Pastore et compagnie, ça a été une grosse déception, avec Higuaín et compagnie, et il a décidé que c'était son dernier match. Alors on est revenu le chercher, mais c'est terminé. C'est terminé, que quelque part, il n'est pas dans l'état d'esprit, et c'est pour ça qu'on en parle, et merci pour cette question. Ronaldo, il est à notre niveau. On aime ou on n'aime pas le personnage extérieur. C'est vrai que Messi a été considéré par beaucoup pendant un certain temps le numéro 1, mais on ne gagne pas, écoutez bien, 4 coupes d'Europe en 5 ans. Pour moi, c'est du jamais vu. Barcelone en a gagné 3 en 6 ans, entre 2011, 2008, 2006. Et c'est vrai que Barcelone a gagné. Mais là, dans l'histoire du football, jamais un club n'a gagné 3 fois d'affilée, mais surtout a gagné celle 2 ans avant. Donc Ronaldo, c'est pour moi vraiment la personne qui incarne la joie, la motivation, est tout le temps motivé, même quand il est en Coupe d'Europe, blessé, qui sort en première mi-temps contre la France. Il fait le coach. Il fait le coach. C'est ça, ce qu'on attend aujourd'hui. On voit un gars qui est blessé, comme Neymar et tout, il sort, il va prendre la douche, et il pense qu'à lui, excusez-moi, mais vraiment qu'à lui, parce que mon match est raté, ma carrière ou le trophée, alors que Ronaldo, c'est lui qui a coaché, c'est lui qui a harangué les joueurs, il est collectif. Il pense à l'équipe. Et donc, pour répondre à la question, c'était un peu lent, c'est ça, moi, qui fait la différence. Est-ce qu'en équipe de France aujourd'hui... C'est ce qui manque, j'allais vous dire, est-ce qu'il n'y a pas un leader aujourd'hui, il n'y a pas un Ronaldo en équipe de France? Griezmann ne veut pas, Pogba n'y arrive pas. N'a peut-être pas la personnalité, je ne peux pas le juger, mais sur ce que je vois aujourd'hui, Pogba, il est un peu plus individualiste. Là, il pense un peu trop à lui. Lloris, c'est un excellent, on va dire, capitaine, mais malheureusement, c'est un leader, on va dire, technique. Il est en arrière, il n'est pas dans l'équipe. Et je trouve il manque un Zidane. Il manque un Zidane. Exactement. Voilà, c'est tout. Ou un Ronaldo. Voilà. Mais là, c'est Ronaldo. On sait que dans les équipes, et c'est ce que j'explique à chaque fois que je fais mes formations, puisque j'anime des formations de coach mental, il y a plusieurs types de leaders. Il y a le leader technique.
Il y a le leader historique. Historique, c'est celui qui est là depuis 20 ans. Par exemple, au Portugal, il y a un leader historique, c'est Moutinho. Moutinho, qui a 36 ans, connaît tous les dessous, les ressorts, etc. Le leader technique, c'est Ronaldo. Et le leader charismatique, c'est aussi Ronaldo. Et quand on a la chance d'avoir ces trois types de leaders, après, il y a le leader, on appelle un petit peu capitaine, celui par qui on passe pour faire passer les doléances par rapport à l'entraîneur et autres. Mais aujourd'hui, en équipe de France et dans toutes les équipes dont on parlait, Allemagne, etc., moi, je ne vois pas de leader. Par contre, je mets un billet, Mohand, sur l'Angleterre. Ah oui. Même si ça a été très difficile pour elle contre la Tunisie. Ils ont un joueur exceptionnel. Voilà, Shane est un joueur exceptionnel. Même si les Allemands, méfiez-vous, parce qu'ils font ça, les Allemands, au final, c'est comme l'Italie. L'Argentine, ils jouent, mais au final, ils arrivent. Coupe du Monde, quand même, qui a laissé beaucoup de surprises dès les phases préparatoires, avec la Hollande et l'Italie qui ont été éliminés. L'Allemagne, moi je parie sur la Suède, personnellement. Je pense que la Suède va faire quelque chose de fort. Et ce qui est marrant, c'est que la Suède va jouer d'autant mieux qu'il n'y a plus Ibrahimovic. Oui. Parce que c'était un leader un peu encombrant. Et puis je voulais aussi qu'on aborde, avant de revenir vers Rislen, un autre point. On l'a vu encore hier avec le gardien de l'Argentine. Il a fait une bourre, je ne sais pas si vous avez vu le match ou pas. Énorme. Ouais. C'est pareil, je voulais parler du joueur marocain qui marque à la dernière seconde contre son camp. On se rappelle la finale de la Champions League du gardien de Liverpool, c'était deux erreurs monumentales. Comment on fait après ? Il faut s'occuper d'eux, il faut leur parler. Comment on fait avec ces joueurs ? Là, c'est clair qu'il faut s'occuper d'eux. Il faut s'occuper d'eux, il faut travailler. Ça, je vais expliquer scientifiquement comment ça se passe. Parce que l'année dernière, j'étais en voiture, donc en allant sur Toulouse, puisque je travaille avec le rugbyman de Toulouse. Et c'était le dimanche, il y avait la Coupe de France 32e. Et Saint-Étienne jouait contre un club de national à Paris. Et il y a un pénalty. Et le commentateur sur Sud Radio dit voilà, donc on est dans la prolongation, donc j'espère que, alors c'était un joueur d'origine africaine, il dit son nom, ne va pas se rappeler de son échec contre Saint-Étienne il y a 3 ans au même stade, où il a raté un pénalty. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il rate le pénalty. Ne pensez pas à un éléphant rose, vous pensez à un éléphant rose. Ouais. Et en fait, dans le cerveau, il y a plusieurs structures. Il y a une structure qui s'appelle la boîte noire. La boîte noire, c'est la mémoire déclarative où tout est enregistré depuis notre naissance. Ça s'appelle l'hippocampe. Donc tous les événements, même si on n'en est pas conscient, sont logés dans l'inconscient. Et ils sont reliés par un axe qu'on appelle hippocampe-amygdale. Alors pas les amygdales de la gorge, mais les amygdales qui sont au niveau temporal, sur les émotions qui se sont passées par rapport à cet événement. Donc en fait, on ne vit que par rapport à des ancrages. C'est ça un ancrage. Donc je prends un exemple et je vais revenir donc au foot, au rugby et au foot parce que c'est les deux qui sont les plus impactés. Si vous allez sur ma chaîne Hypnosport, j'ai Coralie Frassombe qui est skieuse de l'équipe de France qui n'arrivait pas à passer Zolden. Zolden, c'est la première course de l'année et elle échoue. Elle rate un poteau, elle sort de la piste où elle finit dernière en 2015. Elle finit dernière, c'est-à-dire à 5 secondes derrière tout le monde. Elle ne peut pas l'expliquer, mais elle a un blocage. Et sur une de mes vidéos, on en parle, et Zolden, elle me dit, mais Zolden, c'est bon, maintenant, je sais que ça va passer. Elle commence Zolden, elle finit 11e. Donc on a travaillé exactement l'épisode, elle a fini 11e, ça a lancé sa course, parce qu'elle n'avait jamais fait mieux que 30e. Et elle a fini, donc, la dernière course qu'elle a faite, c'était 9e. En fait, il y a un épisode, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et en hypnose, on va pouvoir le retrouver. Et on va pouvoir enlever cet ancrage, vous voyez, entre l'événement et, alors peut-être que c'est le nom, Zolden, peut-être que des fois c'est la température, parce que je le vois sur des sportifs, il y a des gens, ils sont préparés au marathon, et le jour du marathon, ils disent « il pleut ». Ben, clac, ils ont des souvenirs quand il pleut, qui sont moins bons que quand il fait soleil. C'est tout ça la programmation mentale. Et donc pour le cas d'un footballeur qui rate le pénalty de la gagne ou qui fait l'erreur, si on n'enlève pas ça, il aura tout le temps ça en permanence au niveau inconscient. C'est comme un traumatisme, en fait. C'est un traumatisme. En fait, c'est quoi ? Un traumatisme, et ceci, ça veut dire qu'il est arrêté à cette date. C'est-à-dire que dans tous les matchs, il a une partie de lui qui fait de l'hypnose négative. Il reste concentré sur ça. Et en fait, la vie n'est plus en 2018, 2019, 2020. Il est en juin 2018 quand il a raté ça. Et c'est terrible parce que ça vous oriente dans les mauvais choix. Et puis, il y a aussi un autre point, et il ne reste pas beaucoup de temps, et je reviens vers Rislen, c'est
on voit cette année, par exemple, l'équipe de France, on parlait tout à l'heure de Ronaldo. Il y a quand même, on va dire peut-être un retour d'amour, hein, parce qu'il y avait un désamour à une époque, rappelez-vous Nesna, tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a l'impression que ces joueurs, ils sont comme ceux de 98, ils sont un peu dans la retenue. C'est important de leur dire aussi de revenir sur terre, d'être derrière ces joueurs pour qu'ils ne pensent pas que tout est permis. Et puis à un moment, il y avait un désamour entre l'équipe de France et... Moi, la première chose, c'est que j'enlèverai les oreillettes. Moi, je ne supporte plus les gens dans la vie de tous les jours qui portent des oreillettes, ils se coupent du monde. Et je comprends qu'on puisse avoir des oreillettes et des casques dans le bus pour se motiver, mais quand on sort du bus, la première chose, c'est d'être ouvert aux supporters. Vous avez des gens qui ont payé 2 000, 3 000 euros pour assister à des matchs. Voilà, il faut au moins leur en donner et mériter. Je trouve qu'il y a un manque de respect, et si les entraîneurs, si les dirigeants faisaient en sorte que les gens respectent le maillot, respectent les supporters, respectent, parce qu'on voit des choses qui sont inimaginables. Oui. Voilà. Mais à un moment, on a l'impression que ces joueurs, voilà, ils sont ailleurs, ils pensent que tout est acquis. Oui, ils n'ont pas besoin de je parle du Mexique, j'aime beaucoup avec Ochea, le gardien, etc. On apprend qu'il y a eu une orgie il y a quelques jours auparavant, etc., de certains joueurs. Voilà, mais il n'y a aucun respect. Voilà. Donc après, je dirais que toutes les valeurs partent en vrille. Oui, et en fait, moi, ce que je voulais vous poser comme question, si vous étiez, imaginons, hypno-coach d'une équipe, ça peut être le Maroc ou même la France, comment vous vous organiseriez en fait? Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'a fait Aimé Jacquet. Voilà. Je trouve aujourd'hui, alors je vais taper un peu sur les journalistes, excusez-moi, c'est pas sur vous, mais sur les journalistes en général, il faut laisser travailler les coachs. Voilà, Aimé Jacquet a été décrié jusqu'en 98. On se demandait même s'il allait aller jusqu'au bout, il était nul, il savait où il allait. Il a écouté personne. Et j'explique dans le coaching, ça s'appelle les références internes, c'est-à-dire on écoute nos sensations et on n'écoute pas le monde extérieur. Parce que ce soit au Maroc ou en France, on a 65 millions de sélectionneurs. Voilà. On a vu dans la presse anglaise qui avait tapé sur Jacquet parce qu'il n'allait pas sélectionner Ginola et Cantona, qui étaient les deux meilleurs joueurs du championnat anglais. Mais il avait constitué une équipe autour de Zidane. Et lui, il avait compris, il y avait Barthès, et je reviens sur la notion du goal, le Barthès qui était un des meilleurs mondiaux, un des 3 meilleurs mondiaux. Il y avait Laurent Blanc, qui était le meilleur certainement, là, avec peut-être le Brésilien à l'époque. Et au niveau du numéro 10, on avait Zidane. Par contre, on n'avait pas d'attaquant. On n'avait pas. On avait Djorkaeff, qui était exceptionnel, mais sauf qu'il s'en mêlait toujours, le snake, comme on l'appelait, s'en mêlait toujours au dernier moment. On avait, comment il s'appelle, Guy Varche, qui tapait à 30 mètres à côté, je ne sais pas quoi il faisait, mais on avait une super... Thierry Henry qui est arrivé. Henry qui a été bon, et effectivement, l'Argentin, je suis en train de chercher Trezeguet. Voilà. Mais il avait pris ces joueurs-là, il a construit sur ça, et il n'a pas écouté les autres. Je crois qu'à un moment donné, le problème du foot aujourd'hui, c'est que tout le monde veut diriger pour certains intérêts. Alors des fois, il y a des intérêts externes, il y a Nike ou Adidas qui essaient d'imposer des joueurs, on sait comment ça fonctionne. Mais moi, Jacquet, je trouve que ça a été un monstre dans tous les domaines de persévérance, de détermination, de certitude où il allait. Parce qu'il a su optimiser en fait les joueurs, il a su mettre un rôle à chaque joueur. Il n'a pas pris les meilleurs joueurs, il a fait une équipe. Et c'est ça, pour répondre à votre question, il a fait un collectif. Voilà. Et le Portugal a ça. Le Portugal, ils ont un magnifique joueur et ont construit autour. Exactement. Et puis juste une dernière question, il nous reste vraiment une minute. Quand on voit justement, on est 65 millions de sélectionneurs comme vous dites, mais quand on voit la présence des spectateurs en Russie, on n'a que 2000 ou 3000 Français, quand on a 20 000 Péruviens, 20 000 Mexicains, comment on peut expliquer ça? Alors, moi, il y a toujours un problème. 10 000 Marocains, oui. Il faut savoir à quel prix sont achetés les billets. Il y a des officines aujourd'hui qui opèrent, qui achètent 10 000 tickets, 15 000, 20 000, et qui le revendent sous forme de pack. Combien coûte aujourd'hui une phase de poule en Russie pour un Français? Vous avez des tours opérateurs, vous êtes à 5 000 euros.
Mais le Pérou est plus loin. Mais oui, mais après les Péruviens... Est-ce que parce qu'on n'a pas aussi confiance en cette équipe, on se dit peut-être elle ira pas loin? Moi je pense qu'il y a une histoire de redistributeurs et de personnes qui passent là. C'est-à-dire que si vous pouvez acheter vos billets vous-même, vous allez pouvoir gérer votre vol et votre séjour. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis, ça s'appelle ça des officines, qui captent le truc. Si vous allez là-bas, vous n'avez plus de billets. Vous êtes obligé de passer par des agences qui vous vendent le pack clé en main. Alors que je suis persuadé que les Péruviens, ils ont pu acheter autrement et pas en passant par des gens qui... Très bien. Merci beaucoup, Rizlan. Merci, Mohamed. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. On se reverra peut-être d'ici la finale. Avec plaisir. Voilà. La Suède. Hein. La parié sur la Suède. C'est le 20. Olivier. Je serai au mois de juillet, je serai sur Paris à partir du 23. Attendez, peut-être juste encore un petit message à l'équipe marocaine. Mais avec plaisir. Voilà, donc écoutez, amis marocains, si vous m'écoutez, si vous me regardez, vous contactez Mohamed et on organisera des, comme on en a parlé tout à l'heure, pour les coachés. Pour des séances pour les coachés. Alors, pas que dans le foot. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de champions dans les sports d'arts martiaux, de combat. Et puis en athlétisme. En athlétisme aussi, qui sont très bons. Et moi, je fais aussi un gros bisou au Maroc. Parce que j'ai dans 2 jours, j'ai le vice-champion d'Espagne, voilà, qui fait la course du 3000 mètres steeple. Donc j'ai pas mal de gens dans le... Voilà. J'étais en Espagne cette semaine. Et donc... on faudrait coacher Rizlan aussi. C'est en cours. Hein. Merci. C'est en train de se faire. Merci à vous deux. Merci à vous d'être restés avec nous. Restez avec Berbère Télévision. Au revoir. À bientôt. À bientôt.